Il est midi, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Activité du Conseil de sécurité de l'ONU sous la présidence de l'Algérie. Parmi les sujets clés, la gestion des avoirs gelés de la Libye, le soutien à l'intégrité du Liban et à sa reconstruction et la désescalade entre la Russie et l'Ukraine, dans un objectif commun de paix et de stabilité. Nous reviendrons par la suite sur la fin de la colonisation française et les violences de l'OAS en 1962, une époque où l'histoire bascule dans le sang, mais où le peuple algérien puise sa force dans la résistance pour arracher son indépendance. Les JO de Paris 2024 mis à mal par un scandale avec plus d'une centaine de médailles dénoncées pour leurs défauts. Un coup dur pour l'image des Olympiades et une nouvelle série de polémiques qui entachent l'organisation de cet événement sportif mondial. Comment repenser les transports publics pour une mobilité durable et inclusive? C'est le thème du colloque international organisé par le Centre de recherche en aménagement du territoire de l'Université de Constantine. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En ce mois de janvier, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la présidence algérienne, a été le théâtre d'importantes discussions. Parmi les sujets clés, l'Algérie a exprimé sa préoccupation sur la gestion des avoirs gelés de la Libye, a réaffirmé son soutien à l'intégrité du Liban et à sa reconstruction et a appelé à la désescalade entre la Russie et l'Ukraine. Des décisions stratégiques, des prises de position fortes et toujours la quête de stabilité et de paix au cœur des débats. Yanis Aïburassam. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a exprimé sa préoccupation quant à l'érosion continue des avoirs gelés de la Libye due à leur mauvaise utilisation et gestion par certaines institutions financières internationales, affirmant que le peuple libyen devrait bénéficier de réparations complètes pour ces violations. Cette déclaration a été faite par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, au nom du groupe A3+, Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana, lors d'une séance du Conseil de sécurité présidée par l'Algérie en sa qualité de présidente en exercice du Conseil onusien consacré à la situation en Libye. Il s'agit de la première décision jamais prise en faveur de la Libye. Une décision qui lui permettra d'investir dans ses avoirs gelés afin de préserver leur valeur au profit du peuple libyen. Nous demandons le retrait immédiat des forces étrangères et appelons au plein respect de la Libye et de sa souveraineté sur son territoire. Le groupe des Trois sont solidaires avec le peuple libyen qui a souffert des décisions hâtives prises par le Conseil de sécurité par le passé. J'appelle le Conseil à assumer ses responsabilités et à soutenir le peuple libyen par tous les moyens, notamment pour l'organisation d'élections libres et à soutenir le peuple libyen par tous les moyens possibles. Le Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence de l'Algérie, a adopté une déclaration présidentielle réaffirmant son soutien ferme à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Liban, conformément aux principes énoncés dans la résolution 1701, appelant à fournir à l'avenir davantage d'aide internationale pour contribuer à la reconstruction et au développement du Liban, renforcer ses institutions, y compris l'armée libanaise, et aider à instaurer un cessez-le-feu durable et une solution à long terme du conflit. Dans un autre chapitre, l'Algérie a réitéré son appel à l'Ukraine et à la Russie à faire preuve de calme et de retenue et à avancer vers une désescalade des tensions, les invitant à garantir en priorité la sécurité des populations civiles. Il est impératif de garantir la sécurité des civils et d'en faire une priorité absolue afin de mettre fin au bain de sang. Dans ce contexte, l'Algérie réitère son appel aux parties concernées à respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire. Le ciblage des civils et des biens à caractère civil est interdit et doit être évité en toutes circonstances. Benjama a réitéré également l'appel de l'Algérie aux parties afin qu'elles participent à un véritable dialogue et à des négociations en vue de mettre un terme à cette guerre. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies estime que la Russie et l'Ukraine ainsi que la communauté internationale devraient donner une véritable chance à un dialogue inclusif et constructif pour produire des résultats, notant que les répercussions économiques se font ressentir à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en voie de développement.
Et à la demande de l'Algérie et de la Russie, le Conseil de sécurité tiendra jeudi prochain une réunion consacrée à la situation des enfants à Gaza, suite aux crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens depuis plus d'une année. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés sous les bombardements meurtriers des forces sionistes, victimes innocentes d'une violence dévastatrice. C'était une époque où la colonisation française touchait à sa fin. Mais une violence sans précédent, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, s'était acharnée à briser l'élan vers l'indépendance à travers des attaques ciblées, une barbarie sans nom. Nous sommes en 1962, une explosion au port d'Alger ajoute un lourd tribut humain que des décennies de colonisation ont infligé au peuple algérien. Retour sur ce chapitre où l'histoire a basculé dans le sang, mais aussi dans la résilience. Yamina Saïdji. Ce fut un mercredi de mai 1962, au niveau du centre de recrutement des travailleurs du port d'Alger, qu'une terrible tragédie s'est abattue sur des dizaines d'Algériens innocents. Ce jour-là, des citoyens algériens se sont rassemblés dès l'aube dans l'espoir de trouver un emploi. Ils ignoraient qu'ils étaient les potentielles victimes de la pire des barbaries. Un massacre mené par l'organisation de l'armée secrète. Il était exactement 6h10 lorsqu'une voiture piégée a explosé à l'entrée du port, provoquant une déflagration d'une violence extrême. Un bilan effroyable qui a fait état de dizaines de morts et de centaines de blessés, majoritairement des jeunes venus chercher du travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Cet attentat lâche a marqué de lettres de sang un nouveau chapitre de souffrance pour le peuple algérien, amplifiant son combat pour la liberté et l'indépendance. Durant une année entière, entre 1961 et 1962, l'organisation de l'armée secrète a assassiné des milliers de civils sans défense. Cette organisation a adopté une politique de violence aveugle, ne ménageant aucune catégorie de la population et ciblant les biens publics ainsi que les infrastructures sociales et économiques, laissant derrière elle un champ de ruines. Ces tentatives désespérées représentent la dernière carte à jouer pour la France coloniale, dans ses efforts inlassables pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. Malgré leur brutalité, ces manœuvres se sont soldées par un échec cuisant pour la France et une victoire éclatante pour le peuple algérien résilient. Le cinéma, un outil puissant de mémoire qui a toujours joué un rôle essentiel pour raconter l'histoire de la résistance du peuple algérien face à la colonisation. Aujourd'hui, les Assises nationales du cinéma marquent une étape décisive dans la réinvention de cette industrie en alliant mémoire et modernité. Des rencontres demain et lundi au CIC d'Alger qui vont structurer un secteur cinématographique dynamique tout en honorant l'héritage de ceux qui ont forgé la liberté du pays à travers l'image. Yasmine Massaouti. Allez, décampez-moi de là, vous pouvez pas rester ici. L'Algérie s'attelle à mettre en place une industrie cinématographique structurée et performante sous l'égide du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui veille à encourager tous les talents et compétences du cinéma algérien, que ce soit en Algérie ou même à l'étranger. Aujourd'hui, il faut s'orienter vers une rentabilité. Et le deuxième aspect le plus important peut-être aussi, c'est le rayonnement de l'Algérie à l'étranger. L'image de l'Algérie. Quand on sait ce que des films comme La Chronique des années de Brest ou bien La Bataille d'Alger ont rapporté en termes d'image, de sympathie pour l'Algérie, pour la révolution algérienne, je pense que le cinéma est une arme redoutable pour promouvoir l'image de l'Algérie. L'Arbi. Adol 24.
Parmi les priorités, la modernisation des infrastructures, la création de structures de formation adaptées et la mise en place de mécanismes de financement simplifiés permettant de financer les différents projets cinématographiques. Je pense que le jour où on aura 100 multiplex dans ce pays, on commencera à renouer avec le financement, l'autofinancement du cinéma. C'est-à-dire que dans le temps, dans les années 70, 80, le fonds d'aide était alimenté par 14% des recettes fiscales du cinéma. Ça suffisait amplement pour produire 10 films par an. Donc si on commence avec 100 salles, il faudrait peut-être arriver à 300 salles multiplex ou 400. Et à ce moment-là, le cinéma va s'autofinancer. Il n'aura plus besoin de l'État. C'est le spectateur qui va financer le cinéma. En mettant en place ces réformes, l'Algérie vise non seulement à relancer le secteur cinématographique, mais aussi à lui offrir une place sur la scène internationale. Et si les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'avaient pas été à la hauteur des rêves qu'ils promettaient plusieurs mois après leur clôture, un scandale éclate. Plus d'une centaine de médailles sont dénoncées pour leur qualité douteuse. Celle-là même censée incarner l'excellence. Entre polémique et chaîne en réputation, en lambeaux, l'organisation des Jeux est une fois de plus sur le banc des accusés. Sabrina Keshroud. Pas à un scandale près. Les Jeux Olympiques font à nouveau parler d'eux, pas en bien. Plus de 5 mois après la fermeture des Jeux de Paris 2024, une polémique d'ampleur internationale vient ternir le souvenir de la fête. À ce jour et dès cet été, plus de 100 champions olympiques se sont plaints de l'altération de leurs médailles. Or, argent ou bronze, tous les modèles sont concernés. Et sur les réseaux sociaux autant que dans les médias, les témoignages se multiplient, tout continent confondu. Ainsi, l'Américain Nyjah Huston, médaillé de bronze en skateboard street, s'est plaint de la mauvaise qualité de sa médaille, seulement quelques jours après l'avoir reçue. Elle commençait à s'écailler et semblait, selon le champion, avoir fait la guerre. Une telle mauvaise presse sur des récompenses défectueuses, l'organisation des JO de Paris s'en serait bien passée. La Monnaie de Paris, organisme en charge de la fabrication des médailles, elle, réfute le terme défectueux et préfère parler de médailles endommagées, signalant que depuis le mois d'août, les plus de 100 signalées comme telles ont été remplacées. Le fabricant des médailles de ces JO parisiens explique qu'elles auraient subi l'interdiction d'un composant du vernis précédemment utilisé qu'il aurait fallu remplacer au pied levé. Le volume potentiel a de quoi effrayer. Ce ne sont pas moins de 5084 médailles d'or, d'argent et de bronze qui sont concernées. De quoi ternir un peu plus a posteriori la réputation de ces 33e Olympiades, mais aussi du Comité international olympique qui se retrouve entaché. Un coût supplémentaire à envisager pour l'organisation française et le CIO qui se sont engagés à reproduire à l'identique les médailles signalées afin de ne pas davantage gâcher la fête pour des athlètes dont la fierté doit pouvoir se mesurer à la conservation de ces symboles. Des champions dont les rêves se troublent, sur fond de scandales à retardement, et après les diverses polémiques, politiques et culturelles notamment, les anneaux olympiques semblent voir flou depuis Paris, où décidément, à suivre, l'image d'Épinal des Jeux aura été grandement écornée. Cap sur le Maroc à présent, où les droits à la contestation restent vivement réprimés. Le cas de Saïd Ait El Mahdi, militant engagé auprès des victimes du séisme d'Al Haouz, illustre ces pressions. Ces prises de parole dénonçant la gestion des aides et les abus des autorités lui valent aujourd'hui d'être poursuivi et condamné en première instance à 3 mois de prison ferme. Une voix que le régime du Marzen tente de faire taire par tous les moyens. Sabrina Keshroud. Saïd Ait Mahdi savait qu'il allait être mis en prison et a laissé à celles et ceux qui le suivent un dernier message avant que les autorités du Marzen ne le retrouvent et le fassent taire. Il se peut que ce soit mon dernier live avant que je ne sois mis en prison. Saïd Ait Mahdi est le président de la coordination des sinistrés du séisme d'Al Haouz et voix de ces derniers. Depuis la catastrophe, il a milité sans relâche afin de faire connaître la tragédie et transmettre les demandes des compatriotes dont il partage le sort. Sur place, un mouvement de soutien s'organise activement. Saïd El Mahdi est quelqu'un qui agit dans l'intérêt général, quelle que soit la problématique ou le lieu. En particulier au service des sinistrés, concernant les aides qui n'arrivent pas à leurs bénéficiaires et leur souffrance à travers la région ébranlée par le séisme.
Depuis plus d'un an, la persistance des demandes des Marocains victimes à El Haouz et aux alentours pose la question légitime de l'application des droits des citoyens sur fond de clientélisme, exploitant le calvaire des victimes. Une véritable question de justice sociale. Sans compter que Saïd Aït Mahdi n'est pas seul, d'autres activistes le soutiennent et sont solidaires de son sort, jusqu'à vouloir prendre sa place. Toutes les personnes que vous voyez sont des déplacés et leurs droits ne sont toujours pas reconnus. Ils n'ont pas à l'arrêter, qu'ils nous arrêtent tous. Comment expliquer que plus d'un an et 4 mois après, les sinistrés soient laissés dans les mêmes conditions précaires? Les faits sont indéniables et les voix du peuple marocain résonnent toujours plus fort, au point où le Merzen ne peut les étouffer. Ailleurs en Afrique, signe toute autre dynamique qui prend forme, la route transsaharienne, projet stratégique pour le continent, est désormais une réalité. Elle promet de désenclaver les régions du Sud, de connecter les grands axes économiques et de renforcer les échanges commerciaux. Une avancée inscrite dans l'accord de la zone de libre-échange continentale pour le commerce et l'intégration à l'échelle continentale. Yasmine Massoudi. Le projet de réalisation de la route transsaharienne est enfin achevé. D'une distance de 2320 km, cette artère devra relier l'Afrique subsaharienne au bassin méditerranéen, tout en assurant des liaisons avec plusieurs pays du Sahel. Un corridor économique majeur en Afrique qui permettra des échanges commerciaux importants entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Nous sommes fiers de cette infrastructure importante. Désormais, l'acheminement de toutes les cargaisons de marchandises se fera à travers cette artère. Cela ne fera que renforcer les échanges économiques. La route transsaharienne est entièrement bitumée, assurant ainsi une circulation fluide et sécurisée. Ce projet offre des opportunités significatives pour plus de 400 millions de personnes réparties sur 6 millions de kilomètres carrés en Afrique. Elle constitue un accès direct vers la mer Méditerranée pour le Tchad, le Niger et le Mali, réduisant ainsi les coûts de transit des marchandises et facilitant le commerce international. C'est une opportunité pour ouvrir la voie du commerce entre même l'Europe jusqu'à l'Europe, jusqu'à l'Afrique. Comme vous le savez bien, l'Algérie il a une stratégie de s'ouvrir vers les pays africains. Équipée également d'un réseau de fibre optique, cette route sera raccordée à une voie ferrée reliant Alger aux frontières du Niger, en passant par la wilaya de Tamanrasset. La nouveauté dans ce projet réside dans la réalisation des couches de fondation en gravier concassé, réalisées à l'aide d'un finisher. En utilisant le finisher. Nous travaillons pour développer ce projet davantage pour assurer la sécurité des usagers de cette artère. La route transsaharienne, symbole d'unité et d'intégration africaine, est un projet ambitieux pour l'Algérie. Elle constitue un carrefour stratégique reliant les deux principaux axes géostratégiques du continent, Alger-Lagos et Dakar-Djibouti. Un colloque international sur la manière de repenser les transports publics pour une mobilité durable et inclusive a été organisé par le Centre de recherche en aménagement du territoire de l'Université de Constantine. L'objectif étant de partager les expériences mondiales et d'explorer l'impact des énergies renouvelables sur les transports publics, sans pour autant oublier la protection de l'environnement, ainsi que l'intégration des nouvelles technologies dans la gestion. Le compte rendu est signé Ismaël Blraïdia. Repenser le transport public à travers le partage d'expériences en matière de mobilité durable, tout en incluant les énergies renouvelables, était le thème principal du colloque international organisé par le Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine. Ce colloque réunit des chercheurs, des praticiens, des experts, des décideurs publics et privés, issus de divers horizons. Le problème, c'est bien d'avoir une voiture. Mais si tout le monde utilise la voiture, ce qui risque, c'est d'avoir plus de congestion. On aura de la congestion pendant les heures de pointe, on aura plus de pollution, on aura plus d'accidents, etc. Faudrait-il maintenant réfléchir à la mise en place d'un point de vue stratégique, n'est-ce pas, développer des transports collectifs
de qualité. On obtient un système de mobilité qui va pouvoir à la fois concilier les exigences économiques, les exigences et les enjeux environnementaux. Une partie d'experts venus partager leurs connaissances dans le domaine de la mobilité des citoyens dans les transports publics. À mon avis, c'est important de préciser ces concepts, d'avoir des critères qui soient communs pour établir quels sont les indicateurs les meilleurs, mais avoir des indicateurs qui soient pertinents et que tout le monde comprenne, même les gens qui travaillent dans l'entreprise de transport public. Parce que si je veux, améliorer le système, je dois motiver les gens. Donc si je mets des cibles, des objectifs et des indicateurs qui doivent être atteints, il faut que tous les gens qui travaillent comprennent cet indicateur et travaillent pour chercher à arriver au résultat le meilleur. Même dans des milieux très différents. Une ville d'Algérie avec une ville italienne, une petite ville avec une grande ville, etc. Donc ça, il s'agit de pousser dans cette direction, d'arriver à une forme standardisée d'évaluation. Je viens donc avec une communication qui porte sur la mobilité et la gouvernance des transports publics dans la ville de Douala, au Cameroun. Vous savez, Douala, c'est la capitale économique et c'est une ville qui subit une forte pression démographique avec de réels problèmes de déplacement. C'est un peu de partager retour d'expérience, leçons apprises sur toutes les initiatives en matière de numérisation, en matière de toute transformation numérique, pour un peu discuter du parcours, des défis, des initiatives, des actions qu'ils ont entreprises pour se faire, parce que c'est quand même un enjeu, c'est quand même quelque chose qui est important, qui promet beaucoup, mais qui doit être bien fait, bien structuré. L'objectif de ce séminaire étant de donner des solutions pratiques pour développer les transports publics dans les grands centres urbains. Nous prenons à présent la direction de Béchar en Algérie pour vous parler du Qsar Mourel, un site historique qui nous dévoile ses ruelles pittoresques et son architecture ancestrale. Mais malgré les efforts de la restauration, il reste tout de même vulnérable face au temps. Un appel est donc lancé pour préserver ce patrimoine. Sophia Bessadet. Le Qsar de Mourel, l'un des plus beaux sites de la région de la Saoura. Pour les amateurs des sites historiques, c'est une destination à prendre. Situé à 52 km au nord-est de Béchar, Mourel vous accueillera bras ouverts avec un climat frais et un paysage magnifique. Au vieux Qsar de Mourel, construit depuis plus de 8 siècles. Il n'est pas le premier ni le seul, il y en avait d'autres, mais malheureusement il n'en reste plus que des ruines. Ce Qsar contient deux accès principaux. Le premier situé en haut, réservé aux visiteurs, aux habitants et leurs animaux. Le deuxième mène sur la Palmeraie et la source d'eau, dont l'accès est interdit aux animaux pour éviter le breuvage des animaux à la source. La Palmeraie était riche par ses récoltes et l'agriculture était source de vie pour les habitants. Ce monument est composé de plusieurs ruelles et chaque ruelle est composée à son tour de plusieurs habitations. Le rez-de-chaussée était utilisé pour préserver et garder la nourriture et ravitaillement. Le premier était réservé pour l'habitat et le deuxième réservé aux animaux. Chacune des 8 ruelles contenait un puits réservé aux besoins des voisins du même chemin. À la vieille mosquée du Qsar, il y avait aussi un grand puits qui servait aux ablutions et breuvages. Au milieu du Qsar, on trouve une placette qui servait de lieu de rencontre, de réunion, de commerce et de mariage, etc. On trouve aussi l'horloge solaire utilisée pour la répartition de l'eau destinée à l'agriculture. Ce vieux Qsar a bénéficié depuis quelques années d'une restauration de la placette et de la façade. Malheureusement, l'intérieur du Qsar a subi une détérioration par quelques touristes et visiteurs qui laissent des écritures et des traces qui abîment ce beau héritage. Sans oublier les phénomènes naturels comme les dernières intempéries qui ont causé l'effondrement de plusieurs murs et toits. Il faut que la société civile s'implique ainsi que toute la population pour préserver ce patrimoine culturel historique. Le visiteur de cette belle localité partira en gardant un bon souvenir de l'endroit et de l'hospitalité de ses habitants. La, 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 la.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour le journal de 19h. Très bon après-midi à vous.